international, plus précisément, on va parler de ce qu'on appelle les sources formelles du droit international. Et on a donc l'article 37 de la charte de la Cour internationale de justice qui énumère les sources du droit international. Pourquoi les sources? Tout simplement parce que le droit international quand il n'est pas appliqué ou quand il n'est pas bien interprété, mal interprété, automatiquement ça conduit à des litiges, à des conflits entre les États. Donc la conflictualité, c'est une caractéristique inhérente, intrinsèque des relations internationales. Et même le droit ne permet pas de régler définitivement le problème. Et donc, quand deux parties ou plus sont en désaccord sur une question, ils n'ont pas 36 000 solutions. Ils n'ont pas plusieurs options. Ils n'ont que la diplomatie d'abord, s'ils peuvent négocier, s'ils peuvent se mettre d'accord sur une même interprétation ou sur une solution à l'amiable, on va dire, commune. Et s'ils n'arrivent pas, il faut qu'il aille voir un juge ou une cour de justice ou une cour d'arbitrage. Une cour de justice ou une cour d'arbitrage. Ça dépend de ce que les parties préfèrent. Bien sûr, il faudrait un accord préalable. S'ils sont d'accord pour aller chez l'arbitrage, chez l'arbitrage. Si, dans leurs accords, ils prévoient d'aller voir un tribunal de justice international, ils vont invoquer leurs droits devant un juge international. Donc, c'est une fonction pragmatique. C'est une fonction pragmatique parce que ça permet au juge de déterminer les sources du droit, c'est-à-dire les sources des droits et des obligations. Et c'est à lui donc, à la Cour, d'interpréter ce droit et de prendre une décision. On a tout d'abord les conventions ou les traités. La première source de droit, les traités internationaux. Deuxième source, la coutume internationale. La coutume internationale. Troisième source, les principes généraux du droit international. Les principes généraux du droit international. Donc là, ce sont trois sources, appelées également sources principales. Les sources principales. Donc ces trois sources sont des sources principales du droit international. Et on a deux autres sources appelées complémentaires. Deux sources complémentaires qui sont, premièrement, les décisions de la justice internationale. Les décisions de la justice internationale. D'ailleurs, quand on dit justice, on inclut l'arbitrage aussi, quand on dit justice. Qui va trancher le litige. Et puis, deuxièmement, la doctrine internationale. La doctrine internationale, c'est-à-dire les opinions, les avis des éminents juristes
internationaux. Enfin, les juristes qui sont reconnus par leur connaissance, pour leur performance dans le domaine du droit international. Oui. Complémentaire. Commençons donc par, bien sûr, ces 5 sources ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sources, évidemment. D'autres sources, on peut citer par exemple les décisions, les résolutions des organisations internationales, évidemment. Notamment quand on pense à l'ONU, surtout les décisions du Conseil de sécurité, ou même les résolutions de l'Assemblée générale, ils ont une forte importance. Et puis on a également les actes unilatéraux, c'est-à-dire même des décisions unilatérales, c'est-à-dire décisions d'un État. Une loi, par exemple, on va dire une loi de délimitation des frontières maritimes. C'est une loi nationale. Donc c'est une décision unilatérale, prise par un seul. Mais quand même, vu qu'il a un chevauchement, c'est-à-dire un lien avec le droit international, donc ça constitue quand même une base, une source juridique du droit international. Et on va donc s'arrêter plus en profondeur sur les traités internationaux. Monsieur, la jurisprudence. Et oui, la coutume et la jurisprudence. Donc, on va juste parler de ces 3 sources qui sont très importantes: traités, coutume et décisions. Donc les traités. Là, tout de suite, il faut faire référence, quand on parle de traité, il faut faire référence à une convention très importante, qui est la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est entrée en vigueur en 1981. La Convention de Vienne sur le droit des traités, et qu'on appelle également la Convention des conventions. La Convention des conventions. C'est-à-dire la convention qui détermine les règles, les procédures, les principes qui régissent, qui réglementent la conclusion des traités. « 81. Il est entré en vigueur en 1981. La Convention de Vienne sur le droit des traités. Et définition du traité, c'est quoi un traité? Le traité, c'est une... Bon, pour les termes, c'est pas grave. On dit convention, traité, accord, charte, pacte. Hein? Bon. En général, on dit accord quand ça concerne par exemple le commerce, traité quand c'est vraiment international ou même bilatéral. Mais traité, convention, c'est la même chose. Convention, c'est plus pour les droits de l'homme, hein, convention pour les droits de l'homme, droit humanitaire. Charte, c'est pour les, on va dire, les conventions qui établissent ou qui mettent en place les organisations internationales. Et les pactes, les pactes, c'est aussi, ça concerne aussi les conventions de droits de l'homme. Mais faites pas attention à l'appellation, c'est pas traité convention. C'est surtout les 2 termes qui sont les plus utilisés. Donc, traité, c'est l'expression d'une volonté commune. L'expression d'une volonté commune émanant de personnes de droit international. Émanant de personnes de droit international et produisant des effets juridiques
régis par le droit international. Produisant des effets juridiques régis par le droit international. On peut s'attarder pour analyser cette définition parce que ça commence par l'expression de volonté commune. Donc, volonté commune, ça veut dire qu'il y a le principe de consensualité. Consensualité et qu'on ne peut pas contraindre les États. Donc, c'est le volontarisme, là. Hein, c'est le volontarisme. Mais après, ça va être nuancé après, on verra. Donc, expression de volonté commune, deux personnes de droit, deux personnes ou plus. Hein, deux personnes. Pour un traité, il faut au minimum deux. Hein, quand c'est deux, c'est bilatéral, quand c'est plus, c'est multilatéral, et quand c'est tous les pays du monde, presque, on dit international ou universel. Donc, deux personnes de droit international, donc il s'agit sur les États, et puis les personnes, c'est-à-dire les personnes, on va dire physiques, les personnes physiques, ce sont des personnes qui ont la qualité de représenter l'État. Les personnes qui ont la qualité de représenter l'État sur le plan international. On verra ça. Et puis, à la fin, produisons des effets juridiques régis par le droit international. Donc, une fois le traité produit des effets juridiques, c'est le droit international qui impose les obligations aux États de respecter les traités. Donc, c'est vrai qu'au départ, on a commencé avec la volonté, mais finalement, une fois qu'on a donné notre engagement, ça sort de nous, ça sort du cadre, on va dire, de l'État. Ça devient international. Et quand ça devient international, on n'est plus libre d'accepter, de refuser ou de changer. Hein. Sauf si, bien sûr, on se met d'accord, encore une fois. Hein. On revient à la case départ. Mais finalement, quand le traité est là, donc il produit des effets juridiques, bien sûr, qui sont des droits, des obligations, une qualité, oui, des engagements, des obligations, une qualité à se prévaloir des droits, création aussi de statut ou de situation juridique déterminée. Hein.